là, on a affaire à 3 cas où, sur la partie zone humide, il y a eu une instrumentation avec des piézomètres qui a permis d'avoir des données assez précises sur les nappes. Et à contrario, dans vos deux situations, vous avez plutôt travaillé en amont par modélisation de l'efficacité. Voilà. Et du coup, on sait que cette question d'évaluation de l'efficacité est cruciale. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir un peu comme ça a été fait pour l'évaluation des travaux de restauration hydromorphologique au petit suivi scientifique minimal à réaliser, et puis quel coût aussi, par exemple la pose de piézo et le suivi, est-ce que c'est quelque chose d'insurmontable pour un porteur de projet ou est-ce que c'est marginal dans le projet? On peut peut-être commencer par Armel. Oui, alors au niveau des indicateurs de suivi, il y a tout un travail qui est fait au niveau des agences de l'eau en ce moment sur les mallettes, notamment Roméo, avec la déclinaison Seine-Normandie et Loire-Bretagne. Donc c'est des indicateurs de suivi qui ont été développés pour évaluer l'état de conservation des zones humides, avec une adaptation notamment de Roméo pour l'évaluation de mesures de restauration de zones humides. Donc on va vers là. Après, c'est vrai que souvent c'est un problème de moyens, à la fois financiers et humains, c'est-à-dire que les suivis prennent du temps et les techniciens n'ont pas forcément ce temps sur le terrain pour d'aller mesurer en fait l'efficacité des mesures qu'ils ont mis en place. Après, nous, dans le cadre du réseau sur la restauration de zones humides de Bretagne, on a la chance de pouvoir, d'avoir ces moyens-là par le biais de collaboration avec des universitaires, notamment. Et notre objectif, c'est justement de pouvoir proposer à terme des protocoles qui soient un peu plus simples que ce qu'on met en œuvre, qui sont quand même relativement lourds à porter, pour qu'un tout à chacun puisse à terme bénéficier, puisse mettre en œuvre en fait ces suivis-là. Après, la mise en place de piézomètres, comme je vous ai montré là, c'est pas. Alors, nous, on avait mis vraiment beaucoup de piézomètres parce qu'on cherchait à voir précisément la réponse de la nappe, mais on peut en mettre juste un ou juste 3. Et dans ce cas-là, ça coûte pas très cher. Et maintenant, il y a des sondes piézométriques qui coûtent dans les 500 €, qui permettent d'un suivi en continu du niveau de nappe, avec du coup des résultats très intéressants. En termes d'interprétation, et donc c'est pas très coûteux, non. Mais il faut quand même avoir ces 500 €, ce qui n'est pas forcément évident dans les cas de contrats territoriaux. Donc c'est une question de moyens et de temps, souvent. Merci. Est-ce qu'il y en a un ou deux? Oui. D'accord. Sur la question de l'évaluation, il me semble qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu d'évaluation scientifique globale qui concerne peut-être davantage les organismes de recherche. Est-ce que ces dispositifs-là fonctionnent? Combien ils coûtent? Quel est le coût financier en euros? Mais vous évoquiez la question, mais peut-être aussi il faut aborder, à mon avis, aussi la question des gaz à effet de serre. Il faut aborder de façon très globale la perte de biodiversité ou le gain en biodiversité. Et ça, il me semble que c'est des enjeux plutôt qui relèvent de la recherche et des organismes nationaux ou de bassins, de districts. Après, il y a la question des évaluations locales. Et il me semble que les petites évaluations locales, les sites un peu pilotes qu'on peut développer à certains endroits, c'est pour le territoire des démonstrateurs locaux. C'est des éléments qui vont plus permettre d'argumenter et de montrer que c'est efficace et de mettre chaque acteur devant ses responsabilités. Donc il y a, à mon avis, ces deux enjeux-là et qui peuvent être regroupés, effectivement. S'il y a des mallettes, des kits, des méthodes qui sont mis à la disposition des maîtres d'ouvrage locaux, ça doit permettre effectivement de pouvoir concilier peut-être les deux enjeux. Et c'est là où il faut qu'on puisse travailler avec l'agence de l'eau, avec les financeurs, sur la définition peut-être de ces suivis minimums et puis de la mise à disposition d'outils qui facilitent l'évaluation par les acteurs locaux. Ça peut se faire, à mon avis, en réseau. Oui, c'est plus pour compléter ce qui vient d'être dit. C'est vrai que sur l'exemple que je vous ai montré sur Rick Versailles, on a eu la chance d'avoir un appui d'un collègue qui maîtrise la modélisation de ces flux-là.
On réalise plusieurs diagnostics chaque année sur des communes différentes pour estimer le risque érosion et proposer des solutions. On n'a pas l'appui de la modélisation sur toutes les communes qu'on traite chaque année. En revanche, par contre, on se sert bien de ces sites pilotes, de ces communes où on a eu la chance d'avoir des résultats chiffrés pour argumenter, pour montrer le bien fondé finalement de ces mesures de rétention d'eau sur des communes où on n'a pas cette chance d'avoir de la modélisation juste spécifique sur très local, quoi. Johanna Sanchez de l'ADEB, Bureau de la politique locale de l'eau. Je voudrais juste intervenir parce que l'OFB a présenté l'année dernière un site de démonstration sur l'hydromorphologie au sens large, mais peut-être que dans l'un de ces éléments, il y aurait un site qui pourrait répondre à un ou des éléments que vous présentez. Et c'est en ligne, et il y a un suivi scientifique minimal qui s'appelle SSM, qui est en place sur ces sites, qui remontent parfois à 10 ou 15 ans, et donc qui peuvent apporter des éléments. Donc je voulais juste apporter ce... Voilà. Merci. Bonjour, Noémie Thermo de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Donc c'est également pour compléter les différentes présentations et notamment la présentation sur les zones humides. Donc le réseau des chambres d'agriculture a produit avec le soutien du MTES un recueil de 19 retours d'expérience sur comment donc, le monde agricole et les milieux humides se concilient. Et parmi ces retours d'expérience, il y a en effet des exemples de MNRE. Donc je ne savais pas que ça s'appelait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, on se rend compte que les travaux qui sont effectués, par exemple, pour maintenir les milieux ouverts sur des prairies inondables, sont finalement... je pense, en tout cas de ce que je comprends, des mesures naturelles de rétention de l'eau, parce que l'objectif, c'est bien de maintenir l'eau sur des zones de crue, donc des zones inondables, et de ne pas aller au-delà. Et notamment, ces questions-là se posent quand il y a des secteurs urbains pour lesquels ces inondations peuvent vraiment poser problème. Je voudrais aussi ajouter que, au-delà donc, des milieux humides, le réseau Chambre d'agriculture travaille également sur les aires d'alimentation de captage, AAC, dans lesquelles on retrouve aussi des MNRE, donc tout ce qui est couverts végétaux, plantation de haies, miscanthus, les fascines, etc. Ce sont des projets aussi des actions qu'on retrouve dans des projets, des plans d'action sur les AAC. Et si vous voulez retrouver l'ensemble de ces actions, il y a de la doc à l'entrée. Voilà. Morgane Paco du syndicat mixte Bruges-Mossic en Alsace, et je vais intervenir parce qu'il y a quelques semaines, je travaillais encore à l'Eurométropole de Strasbourg, donc l'Eurométropole de Strasbourg qui travaille avec la Chambre d'agriculture d'Alsace sur les coulées d'eau boueuse. Juste pour un petit retour d'expérience, donc en plus des modélisations qui sont existantes, l'Eurométropole de Strasbourg a un contrat avec le BRGM pour des modélisations innovantes des chemins d'eau et des chemins de boue, et a mis en place dans cette convention le suivi des aménagements posés, donc quand de l'hydraulique douce est posée, telle que des haies par exemple, derrière il y a une modélisation qui est refaite avec le rendement de la haie. Alors c'est pas du suivi de terrain, il y aura du suivi humain de terrain, il n'y a pas d'instrumentalisation sur le terrain de la quantité de boue qui est vraiment retenue. Par contre, il y a cette modélisation qui permet d'essayer de quantifier l'efficacité des haies, des fascines vivantes, etc. Voilà, c'était un peu en complément de la présentation d'Olivier. Pour la thématique des évaluations, hein, on travaille avec Paul Van Dijk qui a fait les modélisations depuis 2008 sur ces questions-là. En fait, on a fait des évaluations à l'ouvrage pour essayer de calibrer justement l'outil LICEM et de savoir quelle est l'efficacité d'une fascine à un endroit donné. Ce qui nous a permis finalement de simuler des situations idéales avec la succession idéale de haies à mettre en œuvre sur un bassin versant pour être le plus efficace possible, parce qu'on est quand même sur des phénomènes assez fins, parce que si une fascine ou une haie peut être intéressante, mais si elle est seule au plein milieu d'un bassin versant, le fait de décanter l'eau en amont va générer un surcroît d'érosion en aval, pour des questions tout bêtement d'hydraulique, et donc elle peut avoir au final un effet sur les zones urbaines tout à l'aval qui est pas bénéfique, mais au contraire qui peut avoir des effets d'apport de sédiments accrus.
En tout cas, donc on a fait ces évaluations-là. Et ensuite, ça nous permet effectivement d'avoir un modèle qui dit à peu près quel est l'idéal de succession de haies à mettre en place sur un versant. Par contre, vous parliez tout à l'heure de DIG, de déclaration d'intérêt général. Dans la première intervention, je parlais de bassin de rétention. Sur un bassin de rétention, on peut très rapidement avoir une déclaration d'utilité publique et faire le bassin là où on veut, puisqu'on arrive à exproprier les gens. La déclaration d'intérêt général est bien là pour essayer de faire en sorte de pouvoir dépenser de l'argent public sur des terrains privés sur la base du volontariat. Et qu'on ne peut pas se permettre en fait, d'évaluer systématiquement tout ce qu'on aura prévu, puisque suivant que l'exploitant agricole soit d'accord ou pas, qu'on ait une massification d'accords qu'on a pu avoir sur une certaine commune, là où on est débordé, parce que finalement nos budgets ne suffisent plus, ou sur certains cas où on a effectivement des exploitants agricoles qui sont récalcitrants, et où il serait dommage de ne pas mettre en œuvre finalement ces solutions fondées sur la nature, puisque ça va être l'amorce peut-être pour l'avenir. Donc c'est pour ça qu'effectivement on n'a pas souhaité rentrer dans une évaluation. On a nos évaluations de base qui disent que l'idéal, la situation idéale est celle-là. Ensuite, on met en œuvre et on n'évalue plus par la suite. On laisse le bon sens, entre guillemets, paysan et l'observation de terrain a posteriori faire le reste sans pour autant rentrer effectivement dans des évaluations scientifiques ou par modélisation trop importantes, quoi. On est quand même sur des méthodes rustiques aussi, où là, en termes de calibrage des outils, de modélisation pour effectivement simuler l'effet du nez, sont quand même très très fins et très dangereux, puisque suivant le bouton qu'on tourne dans la modélisation, on peut avoir des phénomènes totalement différents. Alors, Sambla FNCCR, donc dans le prolongement de ce que vient de dire Franck, moi je suis plus sur le volet pérennité de l'action, et donc on regarde son efficience. Et j'ai donc à ce titre 2 questions. Pour Thomas, dans quelle mesure vous avez plus porté la servitude, la location au regard de la perte financière que représente cette mise à disposition de la parcelle? Est-ce qu'il y a des compensations lorsque vous avez des rétentions suite à des crues et d'une perte d'efficience de la surface agricole? Et pour M. Rapp, est-ce que vous avez trouvé des argumentaires autres que la perte de sol vis-à-vis des exploitants agricoles, notamment par l'introduction d'assolements, etc., dans lesquels ils ont trouvé aussi un bénéfice économique? Alors, la servitude, c'est quelque chose de très théorique en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le protocole de maîtrise foncière qui avait été négocié, on proposait 4 dispositifs. Et parmi ces 4 dispositifs, il y en a un seul au final qui est sollicité par les propriétaires et les exploitants agricoles. C'est la convention la plus simple. C'est-à-dire que les agriculteurs ou les propriétaires, ils souhaitent continuer à rester maîtres chez eux et ils privilégient en général, systématiquement, ils ont privilégié le système de convention où ils s'engagent pour 12 années, dans lequel le SMIVAL ne fait pas d'indemnisation particulière. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient planter sur la parcelle, ça crée un filtre. En général, ça apporte un bénéfice indirect pour l'agriculteur, c'est-à-dire que la boue de sa parcelle ne descend plus sur la route, donc il ne s'expose plus à un risque financier de devoir rembourser le nettoyage de la voirie par le département ou la communauté de communes. Il n'y a plus de dégâts qui sont générés chez ses voisins. Donc on apaise finalement les relations localement, on limite le risque financier pour l'agriculteur et donc ça apporte ce bénéfice-là. Ça gère finalement la question de l'érosion des sols en bas de la parcelle. On se rend bien compte qu'on ne traite pas le problème à la source, mais ça apporte ce bénéfice. Donc les servitudes, elles étaient évaluées avec la Chambre d'agriculture à la moitié du coût de la valeur vénale, mais ce n'est pas un élément qui est suffisant pour emporter la décision d'aller vers une servitude. Donc ça pose le problème de la pérennité des ouvrages, parce qu'on a un engagement du propriétaire sur 12 ans. En cas de cession de la terre, par exemple, le propriétaire suivant ne se retrouve pas engagé. Donc on a eu le cas qui s'est présenté sur une parcelle où effectivement l'acquéreur a arraché une haie qui venait d'être plantée, ce qui fait qu'on se retrouve dans un travail d'animation, de remise de responsabilisation sociale finalement, voire financière si c'est nécessaire, pour dire votre parcelle elle continue à avoir des impacts sur une voirie publique en aval. Et donc, il faut trouver une solution, soit par de l'assolement, soit par une replantation de cette haie. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on est en train de relaisser pousser la haie, malgré la fauche, les plants et les racines sont toujours là, le plant il repart. Et ça, si on lui laisse 5 ans, la haie, elle va revenir et elle va reprendre sa place là où elle avait été plantée. Donc,
La convention, ça reste ce qui est le plus facile et à mettre en place. Et je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vais laisser donc la parole pour la suite. Merci. Ce qui se passe chez nous en Alsace, donc la question c'était est-ce que les agriculteurs y trouvent un autre compte que simplement l'indemnisation financière de la surface qu'ils octroient à des aménagements d'hydraulique douce. Je pense que oui, et une partie de la réponse vient d'être donnée. En fait, quand une commune est confrontée à une coulée de boue, les premiers qui sont montrés du doigt sont évidemment les agriculteurs. La terre vient de leur parcelle, donc c'est logique, on remonte à la source. Ce qui, dans certaines communes, génère vraiment un climat je ne sais pas comment on peut l'appeler, en fait, un très très mauvais climat entre les agriculteurs, les riverains, des fois même entre les élus de la commune, les agriculteurs et les riverains. Et donc finalement, de mettre en place ce type de mesures, c'est quelque chose de visuel qu'on met en place dans le paysage, qui se voit. Et du coup, les agriculteurs utilisent ça aussi pour dire, on a conscience que effectivement les coulées de boue, ça vient de chez nous. On fait des choses pour essayer de les minimiser. On est indemnisé aussi parce qu'on perd du foncier, mais en tout cas on accepte et on montre qu'on n'est pas passif face au problème et qu'on essaye de réagir, quoi. L'autre aspect, donc là on parle beaucoup de mise en œuvre d'aménagement, de haies, de fascines, de bandes enherbées. Je vous parlais avant de tout ce qui est pratique de travail du sol, que ce soit du non-labour ou de l'agriculture de conservation des sols. C'est des choses qui sont, pour moi, de mon point de vue, de ce qui a déjà été mesuré aussi, même plus efficace qu'une haie ou une fascine, parce que la rétention de l'eau se fait au niveau de la parcelle, se fait à chaque fois qu'une goutte d'eau tombe sur la parcelle, elle est freinée par les pratiques qui ont été mises en place. Et à l'inverse, ce type de pratiques qui sont bien plus efficaces ne sont pas du tout reconnues par les riverains. Et donc, les gens ne sont pas conscients de l'effort qui est fait par certains agriculteurs pour entrer dans ce type de pratique-là. Donc vous voyez en fait toute la difficulté qu'il peut y avoir et les compromis qui sont toujours à trouver entre les choses qu'on montre, qu'on affiche, et puis le travail de fond qu'on peut faire en plus avec les agriculteurs. Vous disiez une haie, ça se voit dans le paysage. Je crois qu'un des avantages et un des intérêts, vous le voyez, c'est qu'une haie, ça se fait aussi. C'est-à-dire que c'est des opérations qu'on a menées. On a invité les habitants des communes à participer à la plantation de haies, à faire des matinées de plantation pour que les agriculteurs travaillent ensemble avec les sinistrés, avec les riverains, avec les élus, les membres d'associations à la plantation de haies. Ce qui est l'occasion de se reparler, l'occasion de passer une matinée en hiver ensemble, un samedi matin, dans le froid, à aller planter et ensuite partager un bon repas ensemble. C'est des éléments importants aussi au niveau social pour retisser du lien, reparler de ces problèmes ensemble. Donc il ne faut pas le négliger, ces aspects-là. C'est sûr que la sous-traitance, la réalisation par une entreprise, ça va plus vite, etc. Mais le côté social de la plantation de haies, il peut être important aussi. On peut aussi remettre des bandes tampons sans forcément devoir investir jusqu'à de la plantation de haies. Je le montrais sur certains exemples. Le simple fait de ne plus travailler les sols sur 3 à 5 mètres en bas de la parcelle, ça porte déjà des fruits. Et on peut laisser la haie repousser toute seule. Elle va mettre beaucoup plus de temps, mais elle va finir par repartir. Donc on peut aussi faire des plantations très denses. On peut faire aussi beaucoup plus léger en termes financiers, simplement en arrêtant le travail des sols sur une bande de tampons de 1 à 5 mètres. Et puis, dernier élément, je voudrais compléter aussi sur les suivis, les évaluations, avec le lien avec la qualité de l'eau. Et ça, c'est un travail qu'on est en train de mener sur une étude sur la qualité, où on essaye de suivre le flux alors de matières en suspension, mais aussi de nitrates. C'est une des problématiques qu'on a sur la vallée de la Lèze, pour essayer de faire le lien finalement entre ce flux de particules et de nitrates. On sait que les nitrates et les matières en suspension migrent en même temps sur les épisodes pluvieux, migrent vers les rivières, et aussi pour montrer que au travers du travail qui est fait sur la rétention d'eau le plus en amont possible, finalement, on peut gagner sur les flux de nitrates, et donc on doit pouvoir à terme réduire les contraintes sur le monde agricole. Ça, c'est l'ambition qu'on a avec ce travail-là, mais qui prendra sans doute beaucoup de temps. Je suis Joanie Catrin, je suis chargée de mission milieu humide à la DEB, et je voulais juste revenir sur les outils de suivi des opérations de restauration des zones humides.
Donc il y a une note du ministère qui a été produite le 24 mai 2019 et qui met à disposition 5 protocoles qui sont standardisés au niveau national de la démarche MEO en fait. Et la démarche MEO capitalise et mutualise l'ensemble des démarches produites sur les différents bassins, notamment Roméo et l'IGERO. Et pour ça en fait, donc c'est porté par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels qui met en place des formations. Voilà. Donc c'était juste pour préciser qu'il y avait du coup 5 protocoles qui étaient fortement préconisés dans le cadre de ce type d'opération. Moi, je souhaitais faire une remarque et poser une question. Vous avez tous les trois souligné qu'il y avait un enjeu de lien entre le propriétaire et l'agriculteur, qu'il y avait un enjeu d'aménagement global de l'espace rural, de l'espace agricole, notamment par les assolements, par le positionnement d'un certain nombre d'infrastructures à des endroits stratégiques, et qu'en plus, il y avait une nécessité de mettre en adéquation des systèmes d'exploitation avec certaines situations au niveau topographique, pour que effectivement l'agriculteur puisse continuer à exploiter cet espace-là de façon relativement rentable, en lien avec son niveau d'exigence par rapport à la performance de son territoire. Dans ces conditions-là, est-ce que vous avez envisagé à un moment donné d'avoir recours à l'instrument aménagement foncier agricole forestier environnemental? Parce qu'il me semble que c'est un outil qui est prévu pour ça, avec une procédure certes lourde, mais qui répond assez finement à ce type d'enjeu, sachant qu'il y a quelques exemples sur le terrain, notamment en Seine-Maritime ou dans les Côtes-d'Armor, où l'outil a déjà été utilisé dans ce cadre-là et, me semble-t-il, avec une certaine réussite. Donc est-ce que ça a été quelque chose qui a été envisagé ou, à ce stade, pas du tout, ou écarté, et si oui, et si c'est le cas, pour quelles raisons? Nous, on travaille uniquement sur des sites ponctuels où les agriculteurs sont volontaires pour mettre en œuvre les mesures. Donc on ne travaille pas du tout sur ce type de dispositif. Ouais. Alors au niveau alsacien et barinois, oui, on commence à intervenir dans les aménagements fonciers, en amont en fait des aménagements fonciers avec les agriculteurs et avec toutes les commissions d'aménagement, pour que la prévention du risque érosion coulée de boue soit prise en compte au moment de l'aménagement foncier, et pour pouvoir intégrer justement ces bandes enherbées, toutes les mesures qu'on peut imaginer dans l'impact environnemental de l'aménagement foncier. Alors ça fait pas 5 ans qu'on le fait, hein. On en est à nos débuts, donc au niveau de la Chambre, en partenariat avec le SDEA aussi. Donc on commence à intervenir dans ces instances-là, justement pour essayer de minimiser l'emprise foncière et l'impact sur les exploitations, mais aussi pour inscrire dans la durée les aménagements qui peuvent être proposés. Le micro y répondre. En fait, on a lancé 2 démarches de ce type-là sur 2 communes effectivement volontaires. On a motivé les associations foncières locales à se lancer dans la démarche d'aménagement foncier lié effectivement à la lutte contre l'érosion des sols et à la lutte contre les ruissellements, sachant qu'effectivement on a un aménagement relativement important qui est en cours, qui a un peu défrayé la chronique, hein, c'est le grand cours nord-ouest de Strasbourg. Donc il y a un remontement de 6000 hectares sur lequel on a revendiqué à peu près 40 hectares en fait, qui seraient prélevés par les associations foncières, revendus au SDEA pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature et des MNRE, quoi, hein. Donc 40 hectares sur 6000 hectares remembrés, c'est déjà pour nous une victoire. Sur la LES, c'est des outils sur lesquels on n'a pas été amené à travailler. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui se font, je n'ai pas l'impression. Moi, il me semble que c'est plutôt au moment des ventes d'exploitation agricole que se joue, c'est-à-dire quand on a un changement des pratiques, un changement d'équipement matériel en tracteurs plus puissants qui fait que les terrains en pente sont cultivés. C'est à ce moment-là que se joue l'essentiel de l'évolution du paysage. Et finalement, ce qui manque, à mon avis, c'est les mesures compensatoires des aménagements des parcelles. En fait, il me semble que c'est ça qu'on est en train de faire, c'est qu'on est réellement en train de mener la politique d'aménagement compensatoire qui aurait dû suivre ces aménagements agricoles. Ce sera la dernière question.
Oui, chaque intervenant a bien montré le rôle important et primordial même de la concertation pour toutes ces solutions-là. Je voudrais citer l'exemple, le retour d'expérience de la commune de Herchin, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une fiche de retour d'expérience qui est disponible sur le site internet de l'Adopta. Et en complément de ce qui a été dit, je voudrais aussi ajouter toute l'importance de la solidarité amont-aval, en citant en plus quelque chose que vous n'avez pas évoqué, qui est aussi l'implication du milieu de la partie urbaine des territoires, qu'ils soient des territoires ruraux ou vraiment urbains. Et en l'occurrence, dans ce qui concerne le retour d'expérience de la commune d'Herchin, il y a eu le maire de la commune a dit, moi je m'engage, et il l'a réalisé, je m'engage à aussi travailler sur la partie urbaine en déraccordant des eaux pluviales, de façon à soulager les systèmes d'assainissement, etc. Alors c'est hyper important dans le sens où ça démontre qu'il n'y a pas que le milieu agricole qui est, entre guillemets, montré du doigt, que chacun a sa part à faire. Le conseil départemental, dans le cadre de la gestion des eaux pluviales des voies départementales, a aussi fait son travail. Et tout cela a donné lieu à la mise en place d'une charte multipartenariale signée par l'ensemble de ces parties prenantes et qui montre et qui permet de faire vivre tout cela, dans lequel on retrouve aussi la Chambre d'agriculture dans le cadre de la concertation d'assolement, notamment pour les cultures de printemps, comme vous l'avez cité. Voilà. Donc je crois que c'est tout à fait important de bien montrer que tout le monde est concerné, et il n'y a pas que le milieu agricole, mais il y a le milieu urbain, doit faire sa part également. J'en profite juste du coup pour réagir. C'était notamment à la remarque de l'APCA et aussi de l'agence de l'eau. Quand vous disiez tout à l'heure un concept c'est pas opérationnel, effectivement, et puis j'avais jamais entendu parler de ça. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs tous les cas qu'on a, tous les retours d'expérience qu'on a fait, c'est pas des gens qui se sont dit tiens on va faire des MNRE, et c'est nous qui appliquons notre lecture MNRE à la situation, quoi. Mais l'intérêt de cette lecture, c'est quand même qu'elle permet de voir les choses à l'échelle du bassin versant, et voilà, c'est une autre lecture des choses.